Je vais être relou, Axel. Est-ce que je suis pas trop près du bord au niveau de la tête ? Bah t'as tendance à t'avachir. Oui, alors ça c'est vrai. Mais il faut savoir que tu m'as pas vu depuis début 2026 où j'ai décidé De ne pas t'avachir. de ne plus m'avachir. Bienvenue dans Star System. Chaque semaine, on revisite un phénomène de la pop culture et on explore ce qui s'est vraiment passé. Dans cet épisode, le couple de Bonnie et Clyde est-il si glamour qu'on le croit ? Je suis Samia Miskina et aujourd'hui, je reçois Tata Drapi. Hey, salut Mago, ça Coucou, va ? Oui, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Alors, pour les gens qui n'ont pas la chance de te connaître, tu es streameuse. Tu débriefes notamment des émissions, enfin tu fais des reacts comme on dit sur Twitch, sur des émissions comme 90 Day Fiancé par exemple. Et quand je t'ai écrit pour t'inviter, je t'ai dit quel genre d'histoire t'as envie d'entendre. Et tu m'as parlé de deux choses, tu m'as dit j'adore l'amour et le true crime. Donc j'essaie de combiner les deux aujourd'hui. Les deux passions réunies. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton intérêt pour le true crime ? En fait, moi, j'ai commencé à vraiment aimer ça quand j'étais petite parce qu'il y avait une émission de télé qui s'appelait Esprit criminel. Je regardais ça avec ma daronne. Et en fait, je trouvais ça trop intéressant de comment tu rentres dans la tête des gens, comment tu fais genre vraiment tous ces trucs de « Ah, mais s'il fait ça, ça veut dire qu'il est comme ci, comme ça ». Bon, avec le recul, c'est quand même très binaire comme émission de télé. Mais c'est intéressant comme aussi. Série. Mais j'ai toujours trouvé ça grave intéressant. Et après, je trouve qu'il y a quand même un truc aussi, c'est que ça te permet de... Tu sais, prendre un peu du recul par rapport à tout ce que tu vois autour de toi et à être grave méfiante aussi des gens, tu vois. Mais ça doit un peu te monter à la tête, non, au bout d'un moment ? Franchement, non. Non ? Non, pas trop. Parce que moi, je me dis qu'au bout d'un moment, si je consommais que ça... Par exemple, il y a un podcast que j'adore sur le paranormal, sur les fantômes. Ah, ça, je peux pas. Mais voilà, tu vois, mais parce que moi, quand j'enchaîne les épisodes, j'ai l'impression qu'après, il y aura des fantômes. Tu sais, je stresse la nuit. En fait, je trouve que le truc du true crime, c'est que j'ai un côté très terre-à-terre où je sais que ça existe et que machin et tout. Et le côté paranormal, je ne veux pas savoir. Oui, je comprends. Et j'ai peur parce que, en fait, je me dis, gars, c'est chaud. Là, si je suis seule, c'est compliqué. J'ai pas de moyen de défense. C'est vrai que le true crime, comme ça reste dans le domaine quand même du réel, même si ça fait peur, tu peux te dire que tu peux y échapper, tu peux te défendre. Qu'est-ce que tu fais contre un fantôme ? Il gagne, à tous les coups, il gagne. Donc finalement, je crois que je vais me mettre plutôt au true crime. Après, je pense qu'il faut quand même prendre un peu de recul aussi et pas avoir une espèce de fétichisme un peu morbide. C'est ça. Je l'ai grave vu avec des émissions, enfin tu sais, des séries qui sont sorties genre Ed Gein ou des trucs comme ça, tu vois, les frères Ramirez, je crois que c'était ça. Où en fait les gens ils commencent à vouer un espèce de culte, même Ted Bundy sur les tueurs en série, et en mode en fait c'est quand même des monstres. Enfin à la base il y a quand même des victimes et tout, tu vois. Donc justement, c'était ma deuxième question. Comment tu arrives à réconcilier ton intérêt pour le genre en tant que divertissement et le côté peut-être immoral ? Est-ce que tu penses justement qu'il y a un côté immoral et que tu l'assumes ? Ou est-ce que tu penses qu'on peut aimer ce genre de choses, on peut aimer le true crime en tant que genre sans compromettre son éthique ? Je trouve que c'est une grave bonne question. En fait, déjà, je pense qu'on a tous de la curiosité morbide et qu'il faut accepter de dealer avec ça. C'est vrai. Et que par contre, il y a une certaine nuance entre vouloir savoir comment les gens deviennent ce qu'ils sont, sachant que en fait, c'est des monstres, mais la monstruosité fait partie de l'humanité. Oui. Et je trouve que c'est grave intéressant et important de se rendre compte de ça, que Ed Gein, que Ted Bundy, en fait, c'est pas des gens qui sont inhumains. C'est justement tout ce qu'il y a aussi de pire chez l'humain et tout ce qui est important de comprendre aussi, sans pour autant le fétichiser. Et donc je pense que c'est cette nuance-là qu'il faut avoir et aussi ne pas être désensibilisé par rapport à tout ce qu'on voit. Oui, tu vois. parce que des fois on a tendance à dire ah oui bon il a tué machin et puis le lendemain il a tué machin et en fait on connaît rien de l'histoire de ces victimes-là et en fait on les oublie dans l'histoire. Mais je sais qu'il y a une créatrice que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Sonia Lou, je crois que c'est comme ça, quelque chose comme ça. Et en fait elle parle énormément de true crime et elle parle énormément aussi des victimes dans ses podcasts, dans ses formats vidéo, et je trouve ça hyper intéressant parce qu'elle a un côté très humain et très sociologique en fait quand elle fait ses vidéos, et je trouve que c'est cool et on met pas assez l'accent sur ce genre de créateurs parce que on préfère tout ce qui est vraiment dramatique, tout ce qui fait du buzz, alors qu'il y a des créateurs qui font les choses bien quoi. Maintenant on va parler donc de Bonnie and Clyde. Avant que je te raconte cette histoire, qu'est-ce que tu connais justement de Bonnie and Clyde ? En vrai pas grand chose. Ouais. En vrai je pense que comme tout le monde je sais que c'est un couple phare qui a fait des 400 coups machin et tout, mais alors ce qu'ils ont fait je sais pas. Comment ils se sont rencontrés, je sais pas. Bien sûr. Et je me suis jamais trop intéressée, tu vois, à ce genre de personnalité, alors que ils font partie complètement de la pop culture. Exactement, ils font
Ils font partie de la pop culture depuis maintenant pratiquement un siècle. C'est incroyable. Ah ouais, oui, parce qu'ils ont commis tous leurs trucs dans les années 30, tout début des années 30. Ils ont tellement fasciné le public que je sais pas si tu le sais, mais il y a un film, il y a eu plusieurs films sur eux, mais il y a notamment un film qui s'appelle Bonnie and Clyde qui est sorti en 67. Je n'ai jamais vu. Ouais, alors moi non plus, je l'avais pas vu justement. Il a été donc réalisé par Arthur Penn et ça a contribué aussi ça a apporté encore de l'eau au moulin de la légende, même s'ils étaient déjà une légende. Ils étaient déjà une légende de leur vivant d'ailleurs, on va en parler. Je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant avec ce genre de personnalité. Ça me fait un peu penser à Mesrine ou les gens comme ça en fait. Bien sûr. Alors pour le coup, je connais pas trop Bonnie and Clyde, donc j'ai hâte de savoir. Oui. Mais je trouve que des personnalités comme Mesrine ou tu vois, même la bande à Bader, des gens comme ça et tout, il y avait un espèce de fantasme autour d'eux aussi parce que tu sais, c'était un peu les bandits de l'époque stylés. Ils avaient du flow de fou. Non, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je te montrerai des photos que tu pourras commenter parce qu'il y a des gens qui vont écouter en audio, donc ils pourront pas regarder. Mais si ceux qui regardent sur YouTube, je leur mettrai les photos. Mais ça contribue vachement au truc, le côté très stylé avec même des beaux vêtements et tout ça. Donc voilà, et c'est assez fascinant. Il y a aussi une chanson de Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qu'on ne regrette pas tant finalement. Pas tant. Non, vraiment, ça ira. Vraiment, très peu. Il n'y aura pas d'hommage à Brigitte Bardot aujourd'hui dans ce podcast. Mais cette chanson, je ne sais pas si tu la connais, tu l'as entendue? Oui, voilà. Bonnie and Clyde. Exactement. Je te dis une petite citation, un petit extrait. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer, pour la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker. Voilà, donc ça romantise à fond, puis il y a les deux là dans le clip qui jouent un peu les deux personnages de Bonnie and Clyde, quoi. Pour démarrer cette histoire, on va pas commencer tout à fait au début, on va commencer en 1932. Ok. Bonnie Parker, elle est en prison à ce moment-là. Okay. Elle est en prison parce qu'elle a été arrêtée par la police après une tentative de cambriolage qui a été menée par son partenaire Clyde et un complice. Elle était juste présente, mais elle n'a pas participé. Et pendant qu'elle attend son jugement, Clyde est en cavale, parce que lui, il a réussi à échapper à la police. Okay. Sa mère, Emma, elle veut la sortir de là. Elle se dit, non mais ma fille n'a rien à faire en prison. Mais la femme d'un gardien de la prison, parce qu'on attend son jugement, donc pour l'instant, elle est juste en attente, lui dit, franchement, laisse-la dans la prison en attendant le jugement parce qu'elle sera de toute façon probablement relaxée vu qu'elle n'a jamais commis de délit avant et au moins ça lui servira de leçon. Mais elle est en mandat de dépôt, elle attend, elle est en mode elle est en mandat de dépôt. C'est ta punition, quoi. Exactement. Pendant ce temps, donc Bonnie est en prison, elle noircit du papier, elle se fait passer du papier en douce et elle écrit des poèmes. Ok, Baudelaire sur nous. Notamment un poème qui s'appelle Bonnie and Clyde. Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'au départ ils étaient plutôt connus en tant que Clyde et Bonnie. Ok. Et en fait, c'est avec ces poèmes-là que finalement on les a plus connus sous ce nom-là. Et en plus, je trouve que ça sonne beaucoup mieux, Bonnie and Clyde, que Clyde and Bonnie. Oui, je suis assez d'accord. C'est évident. Dans un des poèmes, elle écrit « Un jour, ils tomberont ensemble, on les enterrera côte à côte. Certains les pleureront, d'autres seront soulagés, mais c'est la mort pour Bonnie and Clyde. » Ouais, les amants éprouvés, quoi. C'est incroyable. Vraiment, après, je trouve, d'un côté, je sais pas ce qu'ils ont fait, donc j'ai pas trop envie de les chiaber et tout. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends, t'as un petit peu peur, tu veux pas trop t'avancer, mais avec les informations que t'as pour le moment. Je trouve qu'il y a un côté très des amants perdus, tu vois. Les amants terribles qui vont toujours se retrouver. Et du coup, je trouve que même dans l'horreur, il y a de la romance. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça. Et c'est un peu stylé quand même. C'est quand même extrêmement stylé. On va maintenant revenir en arrière. On va parler d'abord de Clyde. Okay. Clyde Barrow, son nom complet. Il naît en 1910 dans un village au Texas. Il est le 5e enfant d'une lignée de 7. Grosse famille. Ses parents, Henry et Kemi, sont des fermiers très très pauvres. Mais très pauvres. La vie n'est pas du tout joyeuse. Les parents se tuent à la tâche à la ferme. En même temps, la mère doit évidemment s'occuper des enfants, des tâches ménagères, c'est très très compliqué. Charge mentale de fou. Horrible, évidemment. Alors petit Clyde est déjà fasciné par les hors-la-loi, par certains héros, notamment Billy the Kid, qui est son idole absolue. Il aime bien jouer avec des armes, mais les États-Unis. Le Texas en plus. Le Texas, vraiment. En plus, en 1910. Ouais, voilà, franchement. Qui est surpris? Non, mais à l'époque, tu pouvais acheter des armes, alors absolument sans autorisation, dans une quincaillerie, quoi. C'était vraiment, c'est un truc de fou.
Mais en plus, de toute façon, il se trouve qu'ils ont des armes dans la famille parce qu'ils doivent régulièrement tuer des animaux et tout, travailler dans la ferme. Par contre, il déteste tuer les animaux. C'est pas quelque chose qui fait kiffer. Il aime, lui, plutôt jouer avec les armes et un petit peu se la jouer avec, quoi. Mais pas tant tirer. Il a le côté un peu... j'allais dire, tu sais, Peaky Blinders, un peu genre, vas-y, je fais tourner mon arme, petit béret, mais bon, tuer des animaux, c'est pas trop mon kiff. Voilà. À la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, les prix du coton baissent drastiquement parce qu'à la base, comme l'économie européenne souffrait, les États-Unis vendaient beaucoup plus de choses, et c'était super. Et après, l'armistice arrive. Malheureusement, donc ça fait... Enfin, malheureusement, tant mieux. Mais ça fait... Franchement, la meuf. Donc, les prix du coton baissent. Beaucoup de fermiers quittent la campagne pour la ville. Et la famille Barrow finit par faire ça exactement. Donc, ils quittent leur tout petit bled pour aller à Dallas. Donc, ils restent toujours au Texas. Ouais. Voilà. Je cherche pas une équipe qui fait match nul, mais... Mais écoute, ils se disent peut-être que la ville nous apportera des solutions. Clyde a 12 ans. Il s'installe dans l'ouest de Dallas, dans une partie de la ville qui est de l'autre côté du fleuve. C'est littéralement un camp. C'est des bidonvilles. Mais c'est même pas des bidonvilles, c'est un camp. C'est-à-dire c'est des tentes, quoi. Ouais, c'est vraiment... c'est la rue, quoi. Non, mais c'est vraiment horrible. C'est la pauvreté à l'état pur. Ils sont tellement pauvres qu'ils n'ont même pas de tente au départ. Ils finissent au bout d'un moment par pouvoir acheter une tente parce que le père trouve un petit boulot. Ah, on en est là. Ouais, c'est affreux. Ouais, vraiment miséreux, quoi. Miséreux. Il commence à construire, il trouve des trucs, il commence à construire une sorte d'abri de cabane de père. Et à la fin, ils ont quand même une sorte de cabane. Mais enfin, voilà, c'est vraiment pas le grand luxe, quoi. Par contre, Clyde, il continue de retourner régulièrement à la campagne. Il est pseudo-scolarisé. J'avais posé comme question, c'est compliqué, quoi. En fait, à l'époque, je peux te dire que si tu ratais un jour, c'était pas très grave. Surtout quand tes parents, ils ont besoin d'oseille. Exactement. Son grand frère, Buck, vole des poulets, notamment. Il vole beaucoup de poulets. Faut manger, frère. Pour manger. Bah ouais. Sauf qu'il le vole à des petits propriétaires qui n'ont pas non plus grand-chose. Enfin, en fait, c'est terrible. C'est terrible. Ouais, en fait, c'est le cercle vicieux de la pauvreté, parce que tu vas voler à ton voisin, mais ton voisin, il n'a pas non plus. C'est ça. En même temps, est-ce que tu peux en vouloir à quelqu'un ? La faute au capitalisme. Mais donc, Clyde, il voit son frère qui vole des poulets, et pour lui, c'est le héros, quoi. C'est vraiment le hors-la-loi. C'est vrai que lui, c'est un kiffeur de hors-la-loi, j'avais. Il est là, Billy the Kid, qui ? Attends, mon frère Buck, quoi. Il vole des poulets. En vrai, Laura, elle est négative. Genre, t'es là, tu voles des poulets pour te nourrir. Attends, tu veux du true crime ? Je vais te donner des vols de poulets, ok ? Let's go. Il rêve de devenir musicien. Okay. Il se procure une guitare, il arrive de temps en temps, il joue un peu de la guitare dans le camp. Il lorgne sur les beaux vêtements en ville, il est fasciné par ça. En fait, il est de plus en plus contraint par sa condition sociale en grandissant et il se dit mais c'est pas possible. Même, il faut savoir que même dans le camp où il se trouve, ils sont tout en bas de l'échelle sociale. C'est la frustration, je pense. T'as tout ce monde autour de toi et tu peux rien faire. Et c'est une injustice de fou. Il sait très bien qu'un diplôme ne changerait rien à sa vie. De toute façon, il n'y a aucun ascenseur social. Ça n'existe pas. Il regarde son père, il voit son destin tout tracé, il dit « je peux pas accepter ça, c'est impossible ». En fait, c'est des gamins, ils sont condamnés d'avance, tu vois. C'est toujours le cas aujourd'hui aussi. Bah oui. Quelles sont les chances pour se sortir de sa condition, en fait ? Mais déjà, je sais pas, tu vas habiter en banlieue dans un HLM, t'es au 20e étage, ma gueule. L'autre, il habite à côté de l'école, c'est-à-dire qu'il y a déjà 20 étages qui font que c'est mort, tu vois. C'est mort. C'est mort. Et donc, il se dit, donc une seule solution, enfreindre la loi. Donc, il commence à voler des trucs comme son frère. Il vole quoi ? Des poulets. Des poulets. Frère, il faut bien manger. Attends, mais il vole des poulets pour sa famille, mais aussi pour sa copine. Parce que oui, il a une copine, Eleanor, qui est lycéenne et qui est d'une classe sociale supérieure à la sienne. Aïe. Et oui, normalement, elle aurait même pas dû le regarder. Ah ouais. Et il se fait même tatouer ses initiales sur le bras. Kiffeur de fou. Quel lover. Quel lover. Bah. Un jour, avec Eleanor, il loue une voiture pour aller rendre visite à des proches, donc des proches d'Eleanor, dans une autre ville. Mais en fait, ils n'avaient pas le droit, en louant la voiture, ils n'avaient pas le droit de sortir de Dallas. Ok. Je ne sais pas comment l'agence qui leur a loué la voiture se rend compte qu'ils ont quitté Dallas. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est possible. Et donc, ils préviennent la police. Ils sont dans la maison des proches d'Eleanor. La police vient. Oh non. Ils venaient pour en vrai reprendre la voiture, quoi. Oui. C'était pas grave, quoi. Et on peut dire, fallait pas faire ça, tu vois. Sauf qu'il se cache dans le grenier. Oh non, ma vie. Mais oui, parce qu'il a super peur, le pauvre. Bah oui. Comme il s'est caché, et l'agence, elle porte plainte contre lui. Ça commence un peu à aller beaucoup plus loin. Ah ouais, ça va beaucoup plus loin, alors qu'en fait, il aurait juste dit, ouais, désolé. Oui. Bah oui, mais bon, en même temps, il est jeune, il a quoi, peut-être 16-17 ans. T'as les flics qui arrivent, toi tu voles des poulets. T'es chez tes beaux darons, les bourgeois. Bon, je comprends que tu paniques, tu vois. Tu te dis, Ouais.
C'est compliqué. Mais non, frérot, une suite de mauvaises décisions, j'ai envie de te dire. Hein. Exactement. Je crois que ça va être un peu le résumé de cet épisode. Une suite de mauvaises décisions. Et donc, du coup, il se retrouve arrêté pour vol de voiture. Ah ouais, relou de ouf. Il est relâché pas En plus, il l'a même pas volé, pardon. Mais désolé, non. mais c'est vraiment nul, quoi. Mais Encore oui. une fois, aura négative. Ça, vole là au moins. Tu sais pas faire un truc. Maintenant, tu repars avec. C'est C'est ça. bon, Au attends. moins, tu te fais choper, tu dis, je l'ai fait. Mais heureusement, comme c'est la toute première fois qu'il se fait choper, il est relâché. Mais il a quand même eu un peu peur. Et il a un casier judiciaire. Ouais, chiant. Il est de nouveau arrêté 3 semaines plus tard. T'abuses. Et cette fois avec son frère. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ton avis? Ils ont volé. Des poulets. Let's go. Mais là, ils sont allés à fond parce qu'on est juste avant Noël. Ils ont volé des dizaines de poulets pour les vendre pour Noël. Ah ok, je capte. Et donc, ils se font choper par la police. Ça reste des poulets, donc c'est pas grave. Ils sont pas spécialement condamnés. Frère, va voler dans les grandes entreprises. Mais En fait, c'est moi, ça. c'est... Pourquoi tu vas voler les petits gens? Et c'est un peu ça, toute cette histoire. C'est un peu pourquoi toujours s'attaquer à des petites gens. Ça fait... Bon, bref. Mais on va y venir. Mais à partir de là, la police ne le lâche plus et commence à le harceler. Mhm. À chaque fois qu'il a un job, les flics viennent quasiment tous les jours, tous les 2 jours sur son lieu de travail pour l'interroger, l'amener au poste, l'interroger. Non, chiant. Harcèlement. Ah, mes frères, pourquoi? Et en plus, à chaque fois, ça donne jamais rien parce que c'est pas lui qui a fait ces trucs-là. Et à chaque fois, quand il sort du poste, il doit repartir à pied au travail. Ouais, Il puis n'est même- pas payé pour les heures qu'il a manquées. Ça la fout grave mal. T'es là, tu te fais arrêter tous les 4 matins, Bien on sûr. t'emmène au poste. Le mec, il se dit, mais c'est qui lui? C'est qui la fille? Imagine, là, on est en train de parler. Imagine, il y a les flics qui arrivent. Non, en mode- flemme. Franchement, c'est relou. c'est relou, tu vois. Tu dis, putain, en plus, tu dois te justifier. T'es là, t'es Ouais. un peu honteux. En plus, t'as rien fait. Donc, t'as le seum qui commence à monter parce que, en fait, tu te fais arrêter tous les 4 matins, tu vois. Exactement. Tu peux pas ne pas être anti-flic quand tu vois que les Après, flics ça me fait un harcèlent. peu penser, tu vois, aux flics qui vont faire des contrôles d'identité tous les jours en banlieue. Et en fait, au bout d'un moment, t'es juste épuisé, tu vois. C'est fatigant, donc le ton il monte et il y a des bavures et il y a machin. Enfin, c'est Évidemment. cercle vicieux, quoi. Évidemment. Il se fait un ami dans le camp qui l'entraîne un peu plus dans l'illégalité. Aïe. Il commence à voler des voitures. Donc là, il commence à vraiment voler des voitures. Ok, un Ouais. peu plus d'aura déjà. Ouais. Là, Non, ça mais parce que tu te fais péter pour 10 poulets, frérot. Et juste une voiture que t'as louée, que t'as juste emmenée en dehors C'est de ça. Dallas. Par contre, il fait attention d'à chaque fois voler des voitures en dehors de Dallas parce que à l'époque, comme les polices sont des juridictions différentes, s'il est arrêté ailleurs, au moins il n'y a pas de, Ouais, il y a ils pas peuvent de traces, ils ils peuvent- ok, ouais. Voilà, c'est ça. Mais donc en 1928, Buck, son grand frère, est arrêté à San Antonio pour avoir tenté de voler une voiture. Ok. Il est finalement relaxé. Mais voilà, là on commence à avoir, tu vois, la famille commence à avoir de plus en plus d'ennuis Ouais. avec la police, quoi, que ce soit Buck ou Clyde. Après, il y en a 5 autres. Hein. C'est vrai qu'ils peuvent un peu rattraper le Tu vois, truc. tu te dis, bon, il y en a Ouais. 2 qui ont drifté, il y a Ouais. les 5, peut-être ça rattrape. Bon, le bilan, il est pas si mal pour Ça les va. parents. Franchement. En 1929, Clyde et Buck volent une voiture ensemble. Ils font plusieurs cambriolages dans une petite ville. Ok. Ça donne rien d'intéressant en termes de butin. C'est vraiment, ils ont juste quelques dollars. Ils n'ont Ouais, pas c'est choisi pas- les bonnes cibles. Ils ont volé chez des gens ou genre. Ils volent en fait dans des petits commerces. Relou. Non, mais c'est ça. Ça donne rien d'intéressant en termes de butin, mais sur la route, ils sont surpris par la police. Ok. Et là, c'est Clyde qui conduit. Il appuie sur l'accélérateur. Il prend un virage trop brusquement. La voiture se crache contre un trottoir. Suite de mauvaises décisions. Exactement. Franchement. Je te dis, c'est vraiment le thème de cet épisode. Ils finissent par s'enfuir à pied. La police commence à tirer. Buck, le grand frère, est touché aux jambes. Aïe, relou. Il peut plus courir. Il est arrêté. Mhm. Clyde continue de courir. Il réussit à se cacher et à échapper. Ok. Buck est embarqué au poste. Il est condamné à 4 ans de prison. Ah ouais. Ouais. Dingue. Non, mais il y a un truc de... Quand j'essaie de En fait, je comprendre trouve les... c'est. Oui. Oui, je trouve que la peine par rapport au délit, c'est énorme, tu vois. C'est Enfin, très bizarre. Des fois, ils sont relâchés pour des trucs, et Ouais. puis après, le coup Oula, d'après, ils se prennent des fois 10 Ouais. ans de tôle et tout. T'es là, mais pourquoi? Après, je me dis, Bélec, vu que, tu sais, il avait déjà été arrêté pour des vols de poulets, pour des vols Ouais. de voitures, pour des machins, ils lui ont dit, bon, toi, ça y est, tu sais, le truc de peine exemplaire, un peu, Je genre. pense aussi. Je pense que comme il avait déjà eu affaire plusieurs fois à la police, ils ont Ouais. fini par se dire, bon, ok. Puis au moins, bon, il aura graillé à manger. Parce que je Oui. suis désolée. Non, mais c'est vrai que vu la condition dans laquelle il vivait à la base, C'est c'est pas horrible. ouf. Hein. Il est marié à une femme qui s'appelle donc Blanche et qui Buck lui promet de l'attendre. Ok. Buck. Ouais, Ok. Buck. Et le fait d'aller en prison, là, ça y est, ça lui remet les idées en place. Il dit c'est terminé le crime. Ok. Il promet à ses parents que c'est fini. Quand il ressortira, ce sera terminé pour lui. Et les parents disent à Clyde, et toi, Clyde,
Ok, là, tu as réussi à échapper à la police, mais il faut que tu te calmes. Parce que sinon, tu vas subir le même sort, tu vas finir en tôle. Et il refuse de leur faire cette promesse. Il refuse de dire j'arrête le crime. Au moins, c'est honnête. C'est honnête. Franchement, désolé, mais c'est honnête. Ouais, je suis d'accord. Je peux pas. Le mec est sincère, tu vois. Tu peux pas lui dire, ah frérot, t'as menti, tu vois. C'est vrai. C'est vrai que tout le long, il est très transparent avec sa famille. C'est pour ça qu'ils sont aussi soudés, peut-être. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est au paradis. En tout cas, ils se sentent toujours impuissants face au harcèlement de la police aussi. Ils se disent, de toute façon, quelles sont mes autres options ? Quelles sont mes autres options ? Franchement, il y avait d'autres options en vrai. Quelles étaient les autres options ? Tu pars dans une autre ville, t'as pas les keufs, tu recommences tout de zéro, tu trouves un petit taf qui est mal payé, mais de toute façon, t'es déjà mal payé, plus tu te fais harceler chez toi. Enfin, en vrai, il y a d'autres solutions, mais je me dis que quand t'as la tête dans le guidon à ce moment-là, de prendre du recul par rapport à ta situation, c'est impossible. Tu vois, tu dis que de toute façon, t'es condamné. Et en vrai, qui te dit que même si tu pars, tu vas pas refaire des erreurs ou qu'il va pas t'arriver d'autres dingueries. De toute façon, t'es pauvre. Donc, de toute façon, t'es pauvre. Et c'est marrant parce que c'est vraiment ce que disait le bouquin que j'ai lu. Il disait, l'auteur, exactement ce que tu dis. Il aurait pu partir de ce coin-là. Il aurait recommencé de zéro, il n'aurait pas été harcelé par la police. Mais comme tu dis, il est contraint par ce qu'il connaît aussi. Oui, bien sûr. Puis, je me dis c'est dur de l'éloigner de ses proches aussi. En fait, c'est ça. Voilà. Je me dis, il y a le lien familial. Et en vrai, je rigole en disant, moi, ils sont restés ensemble. Mais je trouve qu'ils sont quand même restés unis, la famille, tu vois. Donc, je me dis, de te déraciner. En plus, les États-Unis, bon, c'est pas la France où tu habites à Paris, l'autre, il est à Marseille, tu vois. C'est autre chose en termes de distance. C'est ça, tu as des distances de fou. Et je me dis, dans ce cas, tu perds tous tes repères. Et quand tu perds tes repères, tu peux devenir encore plus. Tu vois, tu peux faire encore plus de dingueries et tout. Donc, quand même, il change ses fréquentations. Il arrête de traîner avec ce mec qu'il a un peu entraîné dans le crime, enfin en tout cas dans les délits. Il recommence à traîner avec d'anciens amis de l'école, enfin du camp. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à la soirée d'une copine où il rencontre Bonnie. Not go! Hey! Bonnie s'appelle en vrai Bonnie Parker. Okay. Bonnie Parker, à ce moment-là, a 19 ans, comme lui, ils sont de la même année. À ce moment-là, elle est au fond du gouffre quand elle va à cette soirée parce qu'elle vient de perdre son travail. Ok, relou. Son mari est parti. Elle dit 19 ans mariée, j'ai eu une... Exactement. Elle rêvait de jouer à Broadway ou de devenir poète. Oh, ma star. Mais sa vie ne prend clairement pas cette direction. Bah ouais. Alors, elle est née dans une petite ville du Texas en 1910. Ok. Son père, Charles, est maçon. Sa mère, Emma, est persuadée qu'il devrait appartenir à une classe sociale supérieure. Et elle se conduit comme une reine, la mère. Elle a grave raison. J'adore. Elle dit franchement, je sais pas ce qu'on fout là, mais on devrait pas être là, quoi. Non, mais fake it till you make it. Moi, je suis désolée, je suis grave fan de l'ADA. Je trouve ça incroyable. Je suis d'accord. Et je pense que ça a vachement influencé Bonnie aussi, qui du coup refusait d'accepter sa condition. Ouais, après, je me dis, soit ça peut te frustrer intérieurement de fou et créer une espèce de dualité très étrange au fond de toi, tu sais, plein de contradictions et tout, soit tu deviens vraiment une girl boss de zinzin, genre c'est ça. En vrai, ça tue. Enfant, Bonnie est hyper mignonne. Elle est vraiment trop chou. Elle a des boucles blondes, des beaux yeux bleus. Elle est aussi hyper impertinente. Son cousin lui apprend à jurer. Elle commence à jurer. Ses parents n'arrivent pas à la punir parce qu'elle est trop chou. C'est trop drôle. En 1914, son père meurt brusquement. Okay. On ne sait pas de quoi, mais probablement d'une maladie. En tout cas, bon, c'est assez brusque. La mère prend donc Bonnie et les 2 autres enfants qu'elle a et elle s'installe chez ses parents, donc dans une partie de Dallas. En fait, donc il y a Dallas, vraiment la ville. Il y a l'espèce de camp dont je te parlais où Clyde était. Et il y a une autre partie qui est aussi pauvre que le camp, mais où c'est là qu'il y a toutes les usines. Okay. Et donc non seulement c'est pauvre, mais il y a la pollution. Ouais. L'air est tellement pollué que c'est très difficile de respirer, c'est affreux. Mais Emma, la mère, elle a toujours l'intime conviction que vraiment ils appartiennent à une autre classe sociale. C'est pas ma place. C'est pas ma place. Il y a une erreur de casting. Après, je me dis aussi, dans ce truc-là, ça te pousse, entre guillemets, aussi à devenir la meilleure version de toi-même. Bien sûr. Parce que t'es en mode, je vais pas être là en fait. Genre, moi, je suis érudit, je lis des livres. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc où ça te force à te cultiver. Enfin, tu vois, je me dis, l'un dans l'autre, il y a une différence, entre guillemets, et c'est pas du tout pour faire un comparatif de culture ou de machin, mais t'en as une, elle est là, elle dit, moi, je vais être poète. Oui, exactement. Genre, tu vois, c'est déjà au niveau de la culture légitime, entre guillemets. C'est pas, salut, je suis un saltimbanque qui fait de la guitare au bord d'un camp. Bien sûr. Donc, il y a déjà, je trouve, une différence à ce niveau-là. C'est vrai, je suis d'accord avec toi et je pense que c'est un truc qui permet de t'élever un peu au-delà de ta condition. C'est ça. En tout cas, culturellement parlant, comme tu dis. Bonnie, c'est une terreur. Elle allume des feux juste pour voir les flammes parce qu'elle trouve ça joli. À l'école, elle se bagarre avec les mecs, avec les filles. Elle se bagarre tout le temps, mais ça ne l'empêche pas d'avoir plein de prétendants parce qu'elle est vraiment... Elle sort de ce qu'on attend d'elle en tant que femme, encore plus à l'époque. Bien sûr. Donc j'imagine que ça doit...
Elle est fascinante, quoi. Bah ouais. À l'adolescence, elle devient obsédée par les vêtements et le maquillage. Mago. Quand elle va au cinéma, elle voit les stars de cinéma, elle est là, mais je veux leur ressembler. C'est comme ça qu'elle se dit, je voudrais partir soit à Broadway, soit à Hollywood, etc. Ou alors écrire des best-sellers. Enfin, ouais, elle est vraiment en mode vie d'artiste, quoi. Exactement. Ouais, je capte. Elle est très bonne à l'école, mais quand on vient d'un bidonville, encore une fois, les opportunités sont limitées. Et elle sait très bien qu'elle pourra difficilement s'élever au-dessus de sa condition. Et donc, elle est frustrée, mais elle continue de rêver de ça. Et elle écrit dans son journal « Pourquoi il ne m'arrive rien ?» Oh, Mimi. Ouais. Mais je trouve qu'il y a une différence entre un qui sait qu'il est condamné et l'autre qui garde espoir, tu vois. Donc, comme on disait, le fait que la daronne, elle soit en mode... Enfin, je me dis, inconsciemment, ça doit jouer, tu vois, de dire il faut que je me libère de cette condition. Là où l'autre, il est... Enfin, tu vois, Clyde, il est vraiment en mode, de toute façon, ma vie, c'est fini, tu vois. Il est défaitiste d'entrée de jeu. Oui, mais alors, par contre, Clyde, quand même, en s'embarquant dans les délits, tout, son but, c'est quand même de s'enrichir. Ah oui. Après, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, tu te destines à une vie de cavale, etc. En fait, pas tellement une vie glamour, mais je pense qu'il se disait, ouais, mais il y a un côté, je vais pouvoir m'échapper de ma condition. Il y a une sorte de similarité quand même entre les deux, mais par contre, pas les mêmes moyens d'y arriver. Elle rêve de Broadway, d'Hollywood, lui, il rêve de crime. C'est deux salles, deux ambiances. Deux salles, deux ambiances, exactement. Elle rencontre au lycée, elle rencontre Roy, qui est son premier copain, et c'est un mec grand, beau, bien habillé, il lui faut pas plus, elle se dit il est très bien. À 16 ans, elle se marie contre l'avis de sa mère, mais elle dit je veux me marier, c'est l'homme de ma vie. Ok. Mais c'est très triste, 1 an plus tard, Roy commence à boire et à la frapper. Ah merde. Et puis il commence à disparaître régulièrement, mais au bout d'un moment il part pour de bon. Les mois passent, et là elle commence un peu à passer à autre chose, elle trouve un job de serveuse, faut bien vivre, et ça me fait trop de peine. Le boss prévient, parce qu'à l'époque, ton boss, il pouvait parler avec tes parents. Son boss prévient la mère qui va la virer si elle n'arrête pas de donner des repas aux pauvres. Elle n'arrête pas de distribuer de la nourriture aux pauvres. Tu sais que j'ai eu des frissons, genre premier degré, en mode ah non, mais ce système m'enrage. Genre vraiment, ça m'enrage de fou. Genre c'est insupportable. Et tu vois qu'on est en 2026 et que c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est juste insupportable. Frère. Là, on est en janvier. Au moment où le podcast y est tourné, il y a plus de 300 jeunes isolés qui sont dehors, tu vois. Oui, je suis d'accord. Je sais pas, moi, ça me met trop en colère. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vraiment, ça fend le cœur. Et ça montre en tout cas vraiment qu'elle a le cœur sur la main et qu'elle est très sensible, quoi. Roy, son mari, donc finit par revenir au bout de, tiens-toi bien, 1 an. Oh, mais il veut quoi, lui? Mais casse un tour. C'est ce qu'elle lui dit, en fait. Elle dit, franchement, là, tu dégages. Bah oui. Elle l'envoie balader. Par contre, elle divorce pas. Elle restera mariée avec lui toute sa vie, même s'ils sont séparés. Ok. Pour elle, c'est un step. En fait, au départ, en plus, peu de temps après, vraiment quelques jours plus tard, il est arrêté, il est envoyé en tôle. Ouais, bon. Et donc, elle se dit, je vais pas lui faire ça, en plus, le divorce, en bref. Donc, en fait, elle ne se mariera jamais, même avec Clyde et tout, parce qu'elle reste mariée avec lui. En 1929, c'est la crise économique. Okay. Bonnie est virée de son boulot là pour de bon. Elle est donc au fond du gouffre, mais donc quelques mois plus tard, elle va à la soirée d'une connaissance de son frère, et donc c'est là qu'elle rencontre Clyde. Ils tombent fous amoureux l'un de l'autre. En fait, les deux sont sûrs d'une chose. Ils refusent d'accepter leurs conditions. Elle veut briser le plafond de verre, quoi. C'est ça. Et elle est fascinée par Clyde, qui est quand même quelqu'un de haut en couleur, qui est fun. C'est un mec fun, tu vois. Donc elle se dit, waouh, super, j'adore ce gars. Non mais je comprends. Genre demain tu rencontres un mec qui dit, écoute, moi j'avoue j'ai fait un peu des dingueries quand j'étais jeune, j'ai volé des poulets, tu le regardes, tu rigoles. Tu rigoles. Tu dis pas, tu sais, c'est pas un bicraveur. Tu dis pas ça va devenir un méga criminel. C'est ça, tu dis pas il y a le GPRS qui va toquer à 6h du matin chez toi. Tu dis, je suis d'accord. En vrai, exactement. It's a match. Quelques semaines plus tard, Clyde vient voir Bonnie chez elle, donc chez elle et sa mère évidemment. Et Bonnie demande à sa mère s'il peut rester dormir évidemment dans le salon, enfin évidemment pas dans la chambre. Et donc elle dit d'accord, il dort dans le salon. Et le lendemain matin, ça sonne à la porte. Comme il est juste devant la porte, il ouvre. Il tombe nez à nez avec les flics. Frère, mais wesh, ils lui ont mis un AirTag ou je sais pas, c'est quoi le délire? C'est fou. Je serais pas étonnée, ouais. Ils viennent l'arrêter. Et alors là, Bonnie, c'est une drama queen. Mais elle descend, elle vient voir ce qui se passe. Elle dit, c'est quoi ce bordel? La mère, elle a aussi dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En plus, elle vient de rencontrer Clyde. C'est vraiment pas ouf comme première impression. Bah ouais, de ouf. Bonnie, elle explose en sanglots, elle tape dans les murs, elle supplie les flics de le relâcher. J'adore. Elle fait une scène. Intense, beaucoup trop intense. Et Emma, la mère, elle dit, mais qu'est-ce que vous lui voulez? Et la police répond qu'il est recherché dans d'autres villes. Ah merde.
Et oui, puisqu'il avait commis plein de trucs, des vols de voitures, etc. Il est donc placé en prison en attendant son jugement. Bonnie vient lui rendre visite. Elle lui écrit des lettres enflammées. Elle dit « Je me sens si seule sans toi, mon chéri. Mon sucre, je ne savais pas que je tenais autant à toi jusqu'à ce que tu sois arrêté. » C'est une dinguerie, parce qu'ils ont dormi genre une nuit, même pas ensemble, quoi. Mais même pas en plus, ouais. Ils se connaissent depuis quelques jours, quelques semaines. Ça, 3 semaines, en vrai. Je sais pas, à 19 ans. Ouais, j'étais intense. Je pense que tu romantises énormément l'amour quand t'es plus jeune et que t'as envie de ressentir les papillons dans le ventre. Et c'est aussi pour ça que t'as plein de jeunes qui ont des relations un peu toxiques, un peu machin, sans aller dans le truc dramatique, tu vois, mais ce truc de je t'aime, je te déteste, je t'aime moi non plus. Tu vois, c'est parce que en fait, en vrai, t'aimes ça. T'as besoin de ressentir ce truc un peu passionnel, tu vois. Bien sûr, parce que c'est hyper excitant et voilà. Après, tu finis par te dire bon, c'est relou, quoi. Oui, mais après, au bout d'un moment, tu dis chill. Tu sais, un peu de paix. Tu dis la vie ici-bas, elle est suffisamment compliquée, mais je comprends que quand t'es 19 ans... Comme Bonnie, elle est encore plus drama queen que vraiment la moyenne des gens. Enfin, ça donne un truc pas possible. Donc voilà. Clyde est reconnu coupable d'avoir volé 2 voitures. Il dit « j'ai compris la leçon ». Et comme il dit ça, en retour, il reçoit une peine légère. Je crois que c'est vraiment peut-être 1 an de prison, quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Je te dis, les peines, ça n'a aucun sens. Oui, c'est bizarre, parce que l'autre, il a pris 4 ans pour une caisse. Donc Quelques jours plus tard, son grand frère Buck s'échappe de prison. Buck, tu nous les brises. Dans tous les cas, la prison, ça te criminalise encore plus, donc ça m'étonne pas, tu vois. Mais de toute façon, c'est statistique, plus tu fais de séjours en prison et plus le taux de récidive augmente. Je crois que c'est 80%, même 90% de récidive quand tu es en prison, parce que c'est un nid à violence et du coup, il n'y a aucune réhabilitation. C'est ça. Donc Clyde est en prison, Bonnie vient lui rendre visite, mais vraiment quelques jours après être en prison, et Clyde, il lui dit « j'ai un plan. Avec mon complice qui a aussi été arrêté, on va... tenter de s'échapper. Mais j'ai besoin de toi. Mon complice, il a une arme chez ses parents, chez ses parents, cachée. Il faut que tu t'introduises chez eux quand les parents sont pas là, ils sont pas là en journée. Tu récupères l'arme, tu me la ramènes discretos. Et on va s'évader. Ça commence à être un autre step de tu vas chez des gens, tu prends un flingue, tu le ramènes en prison. C'est ça. On s'échappe. C'est chaud. Frérot, tu vas pour aller où ? Excuse-moi, mais il t'harcèle tous les jours. Pour aller où ? Bonnie, évidemment, voulait qu'il arrête les crimes. C'est ce qu'elle avait écrit dans ses poèmes, et tout, etc., et dans ses lettres. Mais en même temps, elle trouve ça incroyablement romantique. Elle a 19 ans, littéralement. Ouais. En fait, c'est ça aussi, c'est que quand on parle de Bonnie et Clyde, c'est vraiment des très jeunes, quoi. C'est des enfants de ouf, hein. Donc, elle fait exactement ce qu'il lui demande. Elle trouve l'arme, effectivement, sous le matelas. Elle la cache sous sa robe. Elle retourne en fin de journée à la prison. Le garde, il dit « Vous êtes déjà venu aujourd'hui ? Bah, vous revenez demain. » Enfin, c'est pas... Et en fait, elle réussit à l'amadouer, à le convaincre de lui accorder une visite. C'est une belle gosse de fou. Exactement. Elle réussit à passer l'arme en douce à Clyde, qui la passe à son compagnon de cellule. Le compagnon de cellule menace le gardien avec. Ils réussissent à sortir, ils réussissent à atteindre l'entrée de la prison. Et là, il y a un gardien à l'entrée, il lui ordonne de ne pas bouger. Mais dès qu'ils sortent, il commence à leur courir après, il commence à leur tirer dessus. Qui est surpris ? Clyde, qui commence à avoir beaucoup d'expérience dans le vol de voiture. Parce que heureusement qu'il n'a pas essayé de voler un poulet à ce moment-là, ça servait à rien. Jure, franchement, là, frérot, prends la caisse. Prends la caisse. Il réussit à démarrer une voiture. Ils s'échappent tous les 3. Ils roulent des heures. Ils changent évidemment régulièrement de voiture sur la route parce qu'à chaque fois, on signale qu'il y a une voiture qui s'est fait voler. Donc la police recherche la voiture. Mais entre-temps, ils ont trouvé une autre voiture classique. Oui, c'est pas comme maintenant où tout est matérialisé, où tout est machin. Pas du tout. Puis même dans les voitures, tu sais, j'avais écouté un podcast, je sais plus, c'était il y a très longtemps. Et c'était en France, tu sais. En fait, c'était un gendarme qui volait des caisses et qui tuait des gens, machin et tout. Et en fait, les gens, ils laissaient leurs clés de voiture ou ils laissaient leur porte ouverte. Donc, à l'époque, ils faisaient beaucoup ça. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, tu vois. Exactement. Un journal local publie la nouvelle de leur évasion. Mais au lieu de les présenter comme des génies, le journaliste se moque d'eux. Il les tourne en ridicule. Il écrit de toute façon, ils seront de retour en prison bien assez tôt parce qu'ils sont pas assez intelligents pour rester en liberté. En vrai, je comprends. Je suis désolée, mais a-t-il tort ? En vrai. En même temps, bon, frérot. Dès qu'il en a l'occasion, Clyde envoie un télégramme à Bonnie. Il lui dit « Tout va bien, je viens te chercher dès que possible. » Elle attend chez sa mère. Évidemment, la mère n'est pas au courant du tout du délire, quoi, évidemment. Pendant ce temps, ils commettent des cambriolages pour récupérer de l'argent. À chaque fois, c'est des petites sommes, c'est rien du tout. Ils sont toujours, en fait, ils sont très mal organisés. Oui. En fait, c'est des nuls. Enfin, tu penses être un lion, mais t'es un chaton, quoi. T'es un chaton, exactement. Voilà, quoi. Et dans une gare, un agent trouve leur comportement suspect, donc il alerte la police, il leur donne le numéro de plaque d'immatriculation. Et le lendemain, ils se trompent de route et ils reviennent aux abords des lieux de cambriolage. Okay. Sauf que la police est sur place en train de constater le truc. Ils voient la plaque d'immatriculation. Okay. Et donc, ils commencent une course-poursuite. Ils sont contraints d'abandonner le véhicule et de s'enfuir à pied.
mais ils sont finalement arrêtés. Et le journal qui s'était moqué d'eux, là, le journaliste, il réécrit le truc, il annonce la nouvelle, et il les traite d'imbéciles, il dit ils sont trop cons, ils sont revenus sur le lieu de leur crime. Mais en fait, c'est parce qu'ils s'étaient trompés de route. Mais en même temps, il a raison, désolé, mais... Oui. Frère, t'es un nul. T'as vu, en vrai, désolé, hein, mais là, tout ce que j'entends, c'est Clyde, aura négative. Tu penses, tu dead, mais en vrai, t'es pas très malin. Pas du tout, exactement. Clyde est condamné à... Devine, combien de temps de prison cette fois-ci? Moi, j'aurais dit 5 ans. 14 ans. Non, mais je te dis que ça n'a aucun sens. Oui. Mais je pense que la tentative d'évasion, en fait, c'est quelque chose que toujours aujourd'hui, d'ailleurs, les prisons détestent parce que ça la fout mal. Clyde apprend une nouvelle terrible. Non seulement la prison de 14 ans, c'est dur à encaisser, mais en plus, il est affecté à la prison de Eastham, la pire de tout le Texas. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que normalement, c'est vraiment, ils mettent les plus gros criminels là-bas. C'est trop bizarre qu'ils le mettent là. Bah après, lui, de toute façon, depuis le début, c'est un chat noir. Hein. Il se fait harceler par la police, il vole des poulets, il se fait péter, il va en 11, il finit dans la pire prison. Bon, c'est vrai. Rien ne va pour lui. Je sais pas ce que t'as fait dans... c'est pas fini. Je te dis qu'il a vraiment un karma, le pauvre. À Eastham, les conditions d'emprisonnement sont terribles, mais terribles. Il n'y a aucune règle qui existe. Les prisonniers sont horriblement maltraités. Clyde doit travailler dans les champs 10 heures par jour. Les dortoirs sont gardés même pas par des gardiens, mais par des détenus à qui on donne la possibilité de devenir un peu gardien et qui sont juste les pires terreurs de la prison. Affreux. Et on leur donne littéralement un chèque en blanc. C'est-à-dire, s'ils veulent tuer, ils peuvent tuer. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Clyde se fait un ami, Fultz, qui s'était lui échappé de la prison avant d'être recapturé. Et il faut savoir que ceux qui se sont évadés de cette prison, quand ils sont recapturés et qui sont renvoyés dans la prison, ils sont quasiment torturés devant tout le monde. Ah, dingue. C'est affreux. Clyde est envoyé finalement dans une autre division de la prison pour le séparer de Fultz parce qu'il voit bien qu'il commence à se rapprocher un peu trop et à trop bien s'entendre. Et là, il tombe sur le pire détenu gardien qui soit, là, l'espèce de terreur. Et je rentre pas dans les détails parce que c'est vraiment affreux. Okay. C'était très dur à lire ce passage. Il est atrocement traité pendant 1 an par ce mec. Mais horrible. Et il finit par ne plus en pouvoir, Clyde. Et franchement, quand tu lis le truc, tu dis non, mais évidemment que c'est de la torture. Voilà. Il y a un détenu qui a pitié de lui, il lui dit écoute, moi je suis condamné à perpétuité. Dans tous les cas, je sors pas d'ici. Si tu décides de le tuer, je te couvrirai. Ok, move de fou, mais je capte. Un jour, Clyde, il est vraiment au bout du rouleau. Il va aux toilettes, son bourreau le suit, comme à chaque fois qu'il voit qu'il s'éloigne. Non, c'est affreux. Sauf que Clyde a caché un tuyau dans son pantalon. Ok. Il se retourne et lui fracasse le crâne, il meurt sur le coup. Et le détenu, comme promis, dit « c'est moi qui ai commis le crime ». La prison ne cherche pas plus loin. Et de toute façon, il était déjà condamné à perpétuité. Et de toute façon, en vrai, on s'en tape un peu quand un détenu meurt. Oui. Voilà. Après, j'ai pas trop de peine pour lui, quoi. Ah non, soyons honnêtes. Hein. Vu le regard que t'as, je suis vraiment en mode, bon, je vais pas trop le pleurer, quoi. Exactement. Pendant ce temps, les lettres de Bonnie se font de plus en plus rares. Aïe, bah ouais. Après 14 ans, ma gueule. Buck, le grand frère, tu sais qui s'était échappé, il finit par être convaincu par ses parents et sa femme de retourner en prison. Ils disent, regarde, de toute façon, là, tu te caches et tout, ça n'a aucun intérêt. Retourne en prison, finis ta peine. Et au moins, quand tu sors, t'es tranquille. Il finit par dire oui. Et les autorités sont tellement surprises de le voir débarquer qu'effectivement, il ne rajoute rien à sa peine. Rien, ils sont là. Attends, le mec, il s'est rendu. Non, mais c'est ouf. Donc, en fait, il doit juste terminer sa peine de prison. Sa peine. Voilà. Clyde, il se dit, putain, il me reste encore 12 ans de ça. Oh, c'est long. Hein. Même si son bourreau est mort, quand même 12 ans à travailler 10 heures par jour dans les champs. En plus, puis en prison. En fait, c'est aussi, ça veut dire que tu construis ta vie d'adulte en prison et que toutes les normes que tu vas avoir et adopter, c'est des normes de violence extrême. Enfin, exactement. Tu vois, c'est pas pour dire, ouais, tu fais de la prison à 60 ans, c'est ok. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ta vie, tu l'as passée, t'as grandi, t'as évolué. Oui. Là, c'est vraiment, tu te construis dans cet environnement-là. C'est terrible, quoi. C'est terrible. C'est impossible de s'échapper de ce coin, de cet endroit. C'est impossible de s'en échapper. Mais il y a un moyen d'échapper au moins au travail à la ferme. Qui est de s'automutiler. Il fait exprès de lâcher une hache sur son pied. Bon, il se coupe 2 orteils dans l'histoire. D'ailleurs, il marchera plus jamais droit. Suite à ça. Oh, je savais pas que les orteils ça servait à ce point-là. Et ben on moi en apprend tous les jours. Et ben moi non plus, figure-toi. Mais ça ne servait à rien parce que quelques jours plus tard, il apprend qu'il a une liberté conditionnelle. Parce que sa mère a fait du lobby de ouf et elle a réussi à le faire sortir. Donc en fait, il s'est coupé les orteils pour rien. Quel loser, mais t'es vraiment... Ah ouais, le mythe de Bonnie and Clyde, il s'effondre, mais totalement. C'est vraiment le loser extrême. Ça fait tellement de peine. Ah ouais, non, c'est ça me fait de la peine pour lui. T'imagines, c'est un petit... D'ailleurs, quand tu le vois sur les premiers clichés de la police, c'est un bébé, quoi. Bah ouais.
C'est horrible. Donc il est libre. Quel loser. Il est libre avec 2 orteils en moins. Mais ça me fait penser à un truc. En gros, moi, j'avais été invitée à un spectacle qui s'appelle Hors la loi. Okay. Et c'est un ancien détenu qui raconte ça. Trop bien. Et du coup, en gros, t'as des rappeurs qui viennent faire des chansons par rapport à ça. Enfin, c'est trop stylé, tu vois. Et lui, il expliquait, donc pareil, il a été en cavale pendant un moment. Et il a accepté de se rendre pour sa femme. J'ai oublié son prénom. Faudrait que je te le retrouve, je te le dirai à la fin du podcast. Et en gros, il expliquait que pendant un moment, il s'était fait passer pour fou pour avoir plus le droit au parloir. Et en fait, la pièce de spectacle est hyper intéressante parce qu'il raconte tout son narratif de pourquoi il a été en prison. En gros, lui, il faisait des braquages de banque, tu sais, des trucs un peu, mais il tuait personne, il violentait personne et tout. Et en gros, il expliquait que la prison, c'est forcément extrêmement violent et que pour trouver des alternatives, tu fais des trucs de fou, genre tu te fais passer pour quelqu'un qui souffre psychologiquement. Et il était du coup avec des personnes, on le gavait de médicaments, il faisait semblant de les prendre, de machin, de ci, pour pouvoir accéder au parloir et voir sa femme. En fait, t'es obligé de t'arranger avec les règles, les trucs. Si c'est ça la règle du truc, tu te dis c'est ce qu'il faut que je fasse, quelles sont mes autres options de toute manière. Donc voilà. Clyde est donc libéré. Il retrouve Bonnie qui avait complètement arrêté de lui écrire, voilà, et qui entre-temps avait trouvé un nouveau mec. Mais franchement, le nouveau mec, elle le trouve pas ouf. Elle le trouve chiant. Et donc dès que Clyde débarque, hop, elle abandonne le mec et elle retrouve l'amour de sa vie. Elle est trop contente. Je peux dire que la mère Emma, elle est dégoûtée, quoi. Elle est dégoûtée. Tu ferais quoi toi dans cette situation? Si c'était ma fille. Ouais. Ah mais je serais comme Emma, j'essaierais absolument de la dissuader en sachant très bien que c'est pas une bonne idée parce que plus tu dis à ta fille ne fais pas ça, plus elle aura envie de le faire. Mais je serais mortifiée. Ah ouais, et toi? Franchement, je l'envoie au bled. Non mais exactement. Les blancs ils menacent leurs enfants avec la pension et les arabes c'est le bled. Non mais en fait je me dis je pourrais pas. Oui. Parce que je verrais la vie de ma fille défiler. Oui. Et surtout que, tu vois, nous, on est des adultes, tu vois, on est en 2026 maintenant. On voit aussi le pattern. À l'époque, on le voyait peut-être un peu moins. Mais bien sûr. Tu vois, mais l'injustice, le racisme structurel et toutes ces choses-là, on les voit. Et je suis en mode, c'est hors de question, en fait. Il faut trouver une solution pour que ça n'arrive pas, quoi. Donc, viens, on part en voyage, toi et moi. Oui, mais en voyage de quoi? Ils ont pas ils ont rien. Putain, c'est vrai. En fait, c'est ça. C'est chaud. C'est ça. Ils peuvent pas partir. Oui, sinon tu prends ta fille, tu vas en Alaska, j'en sais rien. Ouais, mais tu te fais. Non, mais tu te fais un road trip. Tu dis viens, on se fait un petit kiff avec ma fille. Tu sais de le tourner en mode un peu cool. Je sais pas pourquoi j'ai dit Alaska, c'est vraiment pas du tout l'endroit où j'aurais envie d'aller. Je crois que l'Alaska, ça donnerait plutôt envie à la fille de revenir auprès de Clyde. C'est vraiment la pire idée. Mais bon, écoute, pourquoi pas. Après, il faut voir du pays. Mais ouais, non, franchement, je sais pas. En tout cas, j'essaierai au plus possible de l'éloigner, mais pas de manière frontale. Bon, Clyde, il recommence les petits boulots, mais il est constamment viré parce que à chaque fois la police le harcèle, vient sur son lieu de travail, il est viré parce que il tient jamais que quelques jours à chaque fois dans un job à cause de la police. Ah, c'est horrible. Et là il dit, tu sais quoi, j'en ai marre. Je vais devenir un vrai criminel. Là vraiment, je vais mener une vie. Au lieu de changer de ville. Comme ça. Ouais. Franchement, ma gueule. Mais en plus, c'est ouf parce que Clyde, il a une idée en tête. Et son idée, c'est de libérer des prisonniers de la prison d'où il vient. À la prison ghetto, là? Ouais. Il dit, je veux aider des gens à se sortir de ce trou, quoi. Ok. Et notamment, idée plutôt altruiste. Franchement, hyper altruiste. En vrai, je capte ce truc d'injustice, la prison qui répare rien. En vrai, je capte le délire. Et donc, tu sais, son ancien compagnon de cellule, Fultz, dont il avait été séparé, il a aussi été libéré entre-temps. Ok. Et donc, avec lui et un autre complice, il décide de d'abord commettre des cambriolages pour récolter assez d'argent pour pouvoir se procurer des armes aussi, il décide de voler des armes, etc. Mais donc, ils ont pas mal ils ont du pain sur la planche, je peux te le dire, pour pouvoir avoir assez de force pour la prison. Bonnie les accompagne, elle ment à sa mère, elle les accompagne. Il se donne un nom, il se surnomme le Lake Dallas Gang. Franchement, ça fait pas rêver, la Bonnie Clyde. Désolé, les gars, mais c'est pas ce qu'on m'avait vendu. T'imagines, on te dit, alors maintenant on est le Lake Dallas Gang et toi t'es là. Alors, du coup, bye, en fait, c'est terminé pour moi. Allez, vraiment, ciao. Désolé les refs, mais alors là, je veux bien vous suivre sur les vols de poulet. Mais stop là. Mais stop. Il faut arrêter. Et en plus, à chaque fois comme ça tourne mal, ils se retrouvent à être obligés de prendre des civils, voire des policiers en otage. Parce qu'ils sont surpris par un flic et comme ils veulent pas tuer, ils doivent les embarquer, donc ils se retrouvent dans la voiture avec des otages. Non mais c'est c'est vraiment, mais quelle bande de losers, quoi. C'est terrible. C'est affreux. En plus, après, ils les relâchent. Du coup, ils vont les dénoncer. Du coup, ils sont recherchés. C'est affreux. Ah oui, mais qui est surpris? Et puis, à un moment donné, un cambriolage échoue complètement. Bonnie et Fultz
sont arrêtés et Clyde réussit à s'enfuir. Et il avait dit à Bonnie, écoute, si tu es arrêté, tu dis que le gang t'a kidnappé, que tu n'y es pour rien, et ils vont normalement te laisser tranquille. Et c'est ce qu'elle fait. Donc, c'est le truc que je t'ai raconté au début. C'est là qu'elle se retrouve en prison. Voilà, et qu'elle écrit des lettres d'amour. Exactement. Et elle écrit donc des poèmes sur elle et sur Clyde. Elle dit « S'il revenait vers moi, même s'il n'a pas un sou, j'oublierais l'enfer qu'il m'a causé et je l'aimerais toute ma vie. » Elle est tellement drama. Elle est tellement dramatique, j'aime trop. En même temps, ça veut dire elle a des raisons d'être dramatique. Oui, là, pour le coup, je capte. Pendant ce temps, Clyde il continue ses activités illégales avec d'autres complices. Un cambriolage tourne mal et là, un de ses complices tue le propriétaire d'une quincaillerie. Oh non. Clyde était dans la voiture à ce moment-là. C'est pas lui qui a tiré, mais évidemment, là, ça y est, il est impliqué dans un crime. Bah ouais. Et on parle pas de la prison, machin, là, ça y est, vraiment, il va être recherché pour ça. Oh non, le pauvre. La police montre pauvre monsieur, pas pauvre Clyde. Hein, non, mais bien sûr. Pauvre monsieur... Non, mais ça fait vraiment de la peine pour le coup. Oui. En fait, c'est un couple qui tenait le truc. Oui. Mais encore une fois, en fait, genre... mauvaise décision, quoi. Suite de mauvaises décisions, mauvaise fréquentation, mauvais statut social. En fait, c'est vraiment une suite d'échecs, quoi. C'est ça. En fait, ça partait déjà sur un mauvais pied. La police montre des photos des suspects à la femme du mec qui est mort et elle reconnaît Clyde sans équivoque. Donc, il est recherché vraiment officiellement. 3 mois plus tard, Bonnie est relaxée comme prévu. Elle revient chez sa mère et elle lui dit « Promis maman, cette fois-ci Clyde, c'est terminé. C'est fini, même s'il revient, je ne le reprends plus. » Menteuse, va. L'été 1932, la bande de Clyde se retrouve dans l'Oklahoma. Ils n'arrêtent pas de voyager. Ils essaient d'éviter le plus possible le Texas, évidemment, puisque c'est là qu'il a vraiment un casier et tout. Donc ils sont dans plein d'états environnants. Au final, il finit par se tailler. Pourquoi tu l'as pas fait dès le début ? Mais bien sûr, il y a une fête de village. Et ils se disent, bah, tiens, on va faire un peu la teuf avec eux. Ils commencent à inviter les femmes à danser, ils commencent à faire du bruit, à picoler un petit peu. Non, mais c'est un truc de ouf. Elle est en boîte J'adore. Sauf que c'est pas du tout du goût des habitants qui disent, mais c'est qui ces gars ? Ils sont trop chelous, déjà ils sont dans une voiture qui est hyper belle, c'est bizarre, c'est un peu clinquant, quoi. Et puis en plus, ils commencent à danser avec nos femmes. Enfin, il y a quelque chose qui nous plaît pas trop. Je capte. Voilà. Franchement, relou. Pourquoi tu veux danser avec ma femme ? Et le shérif, il y a un shérif évidemment, et son collègue qui viennent pour les interroger, pour leur poser quelques questions en mode c'est qui ces troubles-fêtes, quoi. Et c'est juste pour leur poser quelques questions en mode qui vous êtes, etc. Ils se disent pas du tout qu'ils sont en train de rechercher des membres d'un gang, tu vois. Ouais. Et comme ils ont commis un crime, un meurtre quelques mois plus tôt, ils paniquent. Clyde et son complice commencent à tirer sur les flics. Un policier meurt, l'autre est gravement blessé. Là, une ligne a été franchie parce que là, c'est Clyde qui a tiré, vraiment. Sur un flic. Sur un flic. Là, s'il a arrêté, c'est la chaise électrique. Enfin, en tout cas, il y a des grandes chances. Ouais. Il reprend contact avec Bonnie. Évidemment, toujours discrètement, il est en cavale. Salut, ça va bébé, j'ai tué un flic. Ça dit quoi ? Big bisous, bien baveux, bye. Bébé. Bébé, Bonnie. Bien sûr. Voilà. Il y a du poulet ou pas ce soir ? Sinon, je t'en vole un. Pas de souci. Elle avait juré évidemment à sa mère que c'était fini, mais dès qu'il reprend contact avec elle, elle change d'avis. Elle ment à sa mère. Elle dit « J'ai trouvé un boulot dans une autre ville. » Et en fait, elle rejoint le gang en secret. Le leg, je sais pas quoi là, leg gang. Leg Dallas Gang. Il n'y a pas de flow. Les cambriolages en plus donc continuent, mais ne rapportent toujours pas grand-chose. Quelques dizaines de dollars au mieux à chaque fois, au mieux. Hein. Ils commettent d'autres crimes, c'est-à-dire ils tuent d'autres personnes, à chaque fois par accident et pour pas grand-chose. Par exemple, à un moment donné, ils essayent de voler une voiture. Le propriétaire de la voiture les surprend, il les menace avec une arme et hop, il lui tire dessus. Enfin, c'est... Voilà. Il n'a pas beaucoup d'empathie pour la vie humaine. Hein. Il voulait pas tuer des animaux, frérot. Mais... Et voilà, et c'est ça. À mesure que les mois passent, les journaux commencent à rapporter leurs activités, les activités du gang. Ils deviennent de plus en plus connus, localement, en tout cas dans les États par lesquels ils passent. Et à tel point qu'on leur attribue même des crimes qu'ils n'ont pas commis. Genre, dès qu'il y a un truc, c'est la bande de Clyde, quoi. Mais c'est marrant parce que Clyde, apparemment, ça ne le dérange pas qu'on lui attribue des crimes qu'il n'a pas commis. Déjà, il collectionne tout, avec Bonnie et tout, il collectionne toutes les coupures de journaux. Les flics les retrouvent, les coupures de journaux, dans les voitures qu'ils abandonnent. Et en fait, ils ont l'air d'être complètement fascinés par ça. Ils sont trop contents d'avoir une petite notoriété. En plus, Bonnie, elle voulait être connue. Alors certes, pas comme ça à la base. Bad buzz et still buzz. Mais exactement, bad buzz et still buzz. Ils traversent plein d'États. Donc l'Oklahoma, l'Arkansas, le Missouri. Ils reviennent quand même régulièrement au Texas pour voir leur famille. Clyde et Bonnie, ils passent en voiture devant la maison.
ils jettent une bouteille de coca vide avec un message dedans, avec l'endroit pour se retrouver. C'est intéressant qu'il reste quand même très famille, très quoi. Et ensuite, la famille prévient la mère de Bonnie et sa sœur, etc. Et donc, ils se retrouvent, voilà. Et à chaque fois, ils leur donnent de l'argent des butins qu'ils ont réussi à avoir. Donc, évidemment, aucun des parents n'approuve, mais en même temps, ils ont besoin de l'argent. Ouais, je capte. Voilà. À chaque fois qu'ils se voient, la mère de Clyde, elle le supplie d'arrêter. La mère de Bonnie, elle supplie de quitter Clyde. Ah, c'est très triste. C'est vraiment le désespoir de la famille, la mère complètement à bout. Puis je me dis, tu dois tellement te poser la question de qu'est-ce que tu as raté. Tu vois, dans l'éducation de ton enfant, tu dois tellement porter une culpabilité de fou, alors que en fait, malheureusement, c'est comme on dit depuis le début en rigolant, mais c'est suite de mauvaises décisions, t'es né au mauvais endroit. Exactement. Évidemment, ils n'écoutent pas leur mère. Le grand frère de Clyde, Buck, est libéré. Ça y est, il a terminé sa peine, voilà. Et avec sa femme Blanche, il décide d'essayer de convaincre Bonnie et Clyde d'arrêter leur crime, de tout arrêter. Et donc, en fait, à ce moment-là, ils ont envie de se poser un petit peu, Bonnie et Clyde. Donc, ils partent dans le Missouri où ils ne sont pas recherchés, a priori, en tout cas, pas encore. Et il se trouve un petit appartement qu'ils louent sous une fausse identité, évidemment. Et Buck et Blanche s'installent avec eux. Le but, c'est que pour quelques jours, pas pour longtemps. Oui, c'est le truc de les coopter un petit peu, les convaincre, voilà, de tout lâcher. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'allers-retours, ça commence à attirer l'attention des voisins. Et la police vient leur rendre visite en pensant, c'est la prohibition, que juste ils vendent de l'alcool, qu'ils font de l'alcool, qu'ils vendent de l'alcool. Et donc ils viennent leur rendre une visite. L'échange tourne mal. 2 flics sont tués. Tu butes un flic parce qu'il vient de voir, quoi. Non, mais en fait, à chaque fois, c'est premier réflexe, paf. Ouais, moi, c'est ça que je trouve intriguant, c'est que ton premier réflexe, ce soit de tuer la personne. Genre, en fait, ça en dit long quand même. Après, c'est pas pour du tout le déresponsabiliser. Genre, vraiment, loin de moi, le fait de... Mais je trouve qu'il y a un côté où, en fait, le mec, il a été plongé dans la violence extrêmement jeune et il a commis son premier meurtre extrêmement jeune après avoir vécu des trucs de fou. Et je pense que psychologiquement, ça doit te mindfuck de fou, tu vois. Genre, quand t'as été torturé... Enfin, tu sais, quand t'as tué quelqu'un parce que le mec c'était ton bourreau, enfin, tu sais, le rapport à la mort, il n'est pas le même qu'une personne normale, entre guillemets, tu vois. C'est pas du tout pour justifier tout ce qu'il a pu faire, mais je me dis, ça joue, quoi. Et en fait, une fois que t'as fait le premier crime, tu te dis, il faut vraiment que je peux plus prendre le risque d'être arrêté, ça c'est affreux. Ils réussissent à s'échapper. Maintenant, Buck et Blanche sont... impliqués. Ah oui, parce qu'eux, ils sont dans la sauce. Ah ouais, relou. Et donc maintenant, ils sont obligés de les suivre dans leur cavale. Parce qu'eux aussi sont en cavale. Chiant. C'est terminé. Ah ouais, mais ça, relou. Ça, pour le frère nul, là. Non, mais c'est frère, il a une passion pour les poulets. Je sais pas d'où ça sort. Il nous casse le crâne. Il tire sur tout ce qui bouge. Ça y est, frère. Tu vois, tu casses le... En fait, tu condamnes tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Tu condamnes tout le monde avec toi. Et je le vois un peu, tu sais, comme des gens qui vont prendre la voiture ivre. C'est genre, tu veux te faire du mal à toi-même. Hessoul, t'as vu, je m'en fous. Genre, mais pourquoi tu veux embarquer des gens avec toi? Pourquoi tu prends la voiture, tu prends le risque de commettre un accident, de tuer quelqu'un de mal. En fait, je pense qu'à chaque fois, il prend les décisions sur le coup, puis hop, après, il se retrouve avec devoir gérer ça ne justifie rien, mais il n'a pas de suite dans les idées. C'est ça. La police trouve des photos non développées dans l'appartement, donc il s'est amusé à se prendre en photo tous les 4. Et c'est cette photo-là alors justement, je vais t'en montrer. Une ou deux. Et tu peux les décrire pour l'audio, je les mettrai à l'écran sur... Voilà. Donc ça, c'est Bonnie et Clyde. Hein. Donc c'est Bonnie avec un gun, un fusil carrément, Fusil de fou, il doit faire ma taille, frérot. Avec une petite jupe, des petits talons. En vrai, girl boss, hein, elle est très, très, très belle. Et Clyde, en fait, elle pointe le fusil sur Clyde. Et Clyde qui est en mode de Peaky Blinders sur nous, là, petit chapeau, Peaky Blinders, voilà, petite cravate et tout. Hyper élégant, tous les deux. Ouais, franchement, ils ont du flow de fou. Hein. Avec l'argent, ils s'achètent des vêtements. Ils adorent être bien habillés toujours. Tu captes qu'ils ont un kiff pour la sape. Ils ont un kiff pour ce côté très, bourgeoisie de cette époque. C'est vrai, exactement. Et je t'en montre une deuxième. J'adore celle-là. C'est juste Bonnie. Gros cigare sur nous, toujours avec ses petits talons sur une voiture qu'elle a dû voler, hein, j'imagine. Ouais, sûr, évidemment. Ouais, Zeppo sur la voiture, elle est tellement, elle est tellement street. Genre c'est vraiment la rue. Mais en fait, c'est une boss lady. Oui. Genre c'est vraiment le truc de boss lady. La meuf, elle arrive indépendante, elle a le petit gun posé comme ça. J'adore. Franchement, prête à dégainer. Ouais. En fait, on dirait qu'ils sont sortis d'un film. Les photos sont diffusées dans la presse. La police les passe à la presse et diffusées partout. Et là, ils deviennent connus dans tout le pays.
Ok. Le public est fasciné parce que... Alors, il y a aussi des photos d'ailleurs de Buck et de Blanche. Ouais. Le public est fasciné parce qu'il y a des femmes. Et notamment, C'est vrai. Bonnie et Clyde sont le duo iconique. Voilà. Et ils ont une opinion favorable d'eux, le public, parce qu'ils détestent les banques et la police. Il faut savoir qu'on est donc en 1933, peu après la crise économique, où les effets se font encore sentir. Beaucoup de gens n'arrivent pas à payer leurs taxes, ils sont aussi harcelés par les autorités, etc. Et pour eux, c'est un peu les Robins des Bois. Et on les appelle maintenant le Barrow Gang, donc du nom de c'est déjà un peu plus stylé. Ils se disent, ils se vengent des riches et des puissants. Et pourtant, encore une fois, la plupart des victimes, c'est ça. En fait, c'est des ça. Petites gens. C'est que moi, j'aurais été en mode, ouais, ok, si c'était vraiment le cas. Mais ce n'est pas le cas. Mais ce n'est c'est pas le cas. Tu vois, Mesrine qui allait braquer des banques, Voilà. qui faisait, tu vois, qui était là, qui emmerdait le système. Ouais. Tu vois, c'est vraiment des petits gens que tu vas braquer. Et il se trouve que quand même, ils sont tellement connus que maintenant, ils demandent l'hospitalité des gens. Et en fait, les fermiers, souvent, les reconnaissent et acceptent de les héberger. Ah ouais, la dinguerie. Sans même leur demander de l'argent ni rien, parce qu'ils sont trop contents de les aider. Dans leur cavale. En fait, je trouve ça fou parce qu'ils passent pour des espèces de mecs vraiment anti-flics, ACAB, anticapitalistes et tout, alors que c'est juste des opportunistes qui réfléchissent pas et qui tirent sur tout ce qui bouge. Genre, c'est... Oui, ils n'avaient pas... Bon, ils ont dû abandonner le fait, tu sais, de commettre l'évasion de la prison, etc. Oui, ça, c'est fini, ça. Voilà, c'était impossible avec tout ce qui s'est passé. Mais n'empêche que c'est vrai qu'à part ça, c'était pas forcément des gens qui avaient le cœur sur la main dans leur crime. En tout cas, c'était pas fait pour ça. C'était vraiment pour eux s'enrichir, etc. Et en plus, ça marchait même pas. Mais oui, c'est ça. C'est que vraiment, c'est bon. C'est ça. Ça rend la galère. Et en fait, c'est marrant, mais à chaque fois qu'ils rencontrent du coup des fermiers comme ça, à chaque fois, Bonnie se rend compte qu'elle a une réputation de fumeuse à cause de la photo du cigare. Alors qu'elle fume pas. Elle dit je suis une fille bien, je ne fume pas. Et à chaque fois, elle rectifie. Elle dit au fermier, alors par contre, je ne fume pas de cigare et je tiens à ce que vous le disiez autour de vous. Ah, c'est marrant. Mais après, c'est marrant aussi la réputation de la cigarette depuis toujours dans la société, du coup. C'est-à-dire buter des flics, ok. Buter des gens, ok. Mais voler $30, fumer, non. Je suis badass, mais je suis féminine. Bon, ok, go, pourquoi pas. Un jour en juin, Clyde conduit trop vite, comme d'habitude. Il ne voit pas qu'il y a un barrage sur la route parce qu'il y a une déviation. L'accident est terrible. La batterie de la voiture explose dans l'accident. Et il en jaillit de l'acide qui atterrit sur la jambe de Bonnie. Oh, wow. Elle est tellement brûlée qu'on voit l'os. Aïe, caramba. Certainement la réaction qu'elle a eue. J'ai eu mal pour elle, quoi. Et impossible de l'emmener à l'hôpital, bien sûr, parce que si tu l'emmènes à l'hôpital, ils vont alerter les autorités. Bah ouais. Ils se sauvent du lieu du crash. Peu après, les habitants entendent parler du crash, ils entendent parler du fait que c'est probablement la bande de Clyde. Et du coup, ils se précipitent sur le lieu pour prendre des souvenirs dans les voitures, etc. Ils sont vraiment devenus des icônes. C'est devenu des icônes de fou. Ouais. Ils doivent continuer leur cavale dans ces conditions, en se cachant, et alors que Bonnie est blessée horriblement. Ouais, de ouf. On sait qu'elle boit. En fait, elle boit aussi donc beaucoup pour supporter cette existence misérable. En fait, c'est une existence qui est misérable. Bah c'est ça. C'est qu'en fait, la meuf, elle rêvait de strass et paillettes. Et elle se retrouve à avoir une jambe où on voit ton os, complètement alcoolique, à gagner des 100 balles par-ci, par-là. Enfin, c'est affreux. Alors oui, le public te kiffe, t'encense et tout. Mais concrètement, qu'est-ce que tu as réussi à faire dans ta vie, tu vois? Je suis d'accord. Elle boitera d'ailleurs pour le reste de sa vie qui est assez courte, on va voir. Un mois plus tard, le gang s'installe dans un petit hôtel du Missouri. Immédiatement, le propriétaire les trouve bizarres. Parce qu'il remarque qu'ils payent avec des pièces, pas des billets. Donc clairement, parce que c'est des petits braquages qu'ils ont fait de merde en plus. Ils recouvrent les fenêtres, ils sont dans des bungalows, ils recouvrent les fenêtres de papier journal. Tu m'étonnes que le propriétaire de l'hôtel il est là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui ça? Et en plus, il remarque que dans le garage, parce qu'il y a 2 bungalows avec un garage au milieu, il remarque que Clyde se gare, tu vois, à l'envers, en marche arrière. C'est ce que faisaient surtout les gangsters pour pouvoir s'échapper plus facilement si jamais c'était... Il y a plusieurs choses qui l'alertent en tout cas. Et il se trouve que dans l'hôtel, il y a beaucoup... La police vient souvent sur place pour déjeuner. Il prévient la police, il dit quand même c'est bizarre. La police vérifie la plaque d'immatriculation. Effectivement, ça match avec un véhicule volé. En fait, moi, j'aurais tellement fait comme si de rien n'était. Ils font tout le temps ça, ils n'arrêtent pas d'attirer l'attention sur eux. Pourquoi tu attires l'attention sur toi? Tout le temps. Tu fais comme si c'était normal. Genre comme si ta vie, elle était normale, comme si ta voiture, elle était vraiment à toi, comme si tu n'étais pas recherché. Enfin, vraiment, fake it till you make it. Fais comme la daronne de Bonnie, tu vois. Oui. Elle était persuadée d'être une joie-bourre dans sa tête. Voilà, peut-être ça aurait fonctionné. Oui, je suis totalement d'accord. Et donc, ils comprennent de fil en aiguille les flics qu'ils ont affaire au Barrow Gang. Et donc, ils disent, on va faire un raid. Ils planifient un raid pour la 2e nuit. Okay. Le soir de la 2e nuit, ils viennent frapper à la porte. Blanche dit, qui c'est? Et ils répondent, police, ouvrez. Ils commencent à tirer depuis les fenêtres.
Bah oui, mais de toute façon, c'est le seul truc qu'ils savent faire. C'est ce truc qu'il y a à faire, voilà. Les flics répondent. Bonnie et Clyde, ils ont un accès direct au garage. Okay. Alors que Buck et Blanche doivent passer par l'extérieur pour rentrer dans le garage. Donc c'est horrible. Il pleut des balles. C'est affreux. Wow. Quand Blanche et Buck sortent pour essayer d'atteindre la voiture, Buck se prend une balle dans la tête. Ah, miskin. Il s'effondre. Ah. Mais étonnamment, il est vivant. Et on voit son cerveau. Le mec est toujours vivant. Blanche le tire jusqu'à la voiture. Wow. Dans la voiture, une vitre explose à cause d'un tir. Ça blesse Blanche à l'œil qui commence à hurler, qu'elle voit plus rien, qu'elle est devenue aveugle, etc. C'est horrible. Ça doit être tellement gore. En plus, ça me fait vraiment de la peine parce que pour le coup, Buck, même s'il a mal commencé, entre guillemets, il a fait sa peine, il voulait juste retrouver sa femme, il voulait juste avoir sa petite vie. Enfin, tu sais, c'est vraiment ce truc, mais d'injustice de fou. Genre, vas-y, ma gueule. Et c'est en fait pour ça que j'ai du mal quand même à avoir de l'empathie pour Clyde, parce que pour moi, toutes les décisions qu'il prend, elles sont grave égoïstes. Exactement. En fait, ça se répercute sur tout le monde autour de lui. Et c'est ça, c'est pas lui qui en prend les conséquences. C'est tous les gens autour de lui, sauf lui. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Lui, genre, ça y est, ma gueule. Il s'échappe tout le temps. Ouais, c'est un truc de fou. Et donc là, ils réussissent tous à s'échapper. Ils roulent. Ils roulent jusqu'à l'Iowa. Ils s'arrêtent là dans un parc d'attractions abandonné. Ils y passent la nuit. Mais des gens alertent la police, ils disent c'est bizarre, il y a des gens qui dorment. Ils se disent pas c'est un gang, évidemment, ils se disent c'est des gens qui viennent... C'est des squatteurs, quoi. Des squatteurs. Et donc la police comprend petit à petit qu'ils ont affaire au gang et ils décident d'attaquer à l'aube. Ils attaquent, Clyde part en trombe, la voiture finit par se coincer sur une souche d'arbre, elle peut plus avancer, elle est bloquée. Il sort de la voiture, il court. Les flics sont toujours derrière eux. Mais lui, il court, mais l'autre, il peut pas courir. Mais Buck, il est dans un état, il peut pas courir. Ah oui. Et donc, évidemment, avec sa femme, ils sont attrapés par la police en 2-2. Clyde, Bonnie et le complice, parce qu'ils avaient une autre personne qui était avec eux, réussissent à s'échapper. Buck meurt à l'hôpital 5 jours plus tard. Ça me fait de la peine. Blanche, la pauvre Blanche, est condamnée à 10 ans de prison. Oh, la pauvre! Mais c'est horrible! La meuf, elle a tout perdu, quoi. Oui. Genre, vraiment, elle a perdu son homme, elle a perdu sa vie, elle a perdu peut-être même la vue. Clyde et Bonnie et le complice continuent de rouler longtemps, mais le complice, il veut rentrer, tout arrête. Il dit, moi, c'est bon, ça allait trop loin. Donc Bonnie et Clyde disent, ok, on te ramène à Dallas, on prend le risque de revenir dans le Texas. Ils en profitent pour voir la famille de Clyde et puis de Bonnie. Et la mère de Clyde, elle lui dit, je vais pas acheter de pierre tombale pour Buck, pas tout de suite. Je sais que tu vas mourir bientôt et je vais attendre que tu sois mort pour acheter une pierre tombale pour deux. Enfin, gars, tu t'es condamné, toi, et ton frère, et ta mère, elle a même pas assez d'argent pour t'enterrer dignement. C'est affreux. Genre, c'est horrible. Quelques mois plus tard, la police est alertée d'un rendez-vous secret de Bonnie et Clyde avec leur famille. Ok. Ils commencent à tirer sur la voiture où se trouvent les familles qui attendent Bonnie et Clyde. Oh non, mais c'est horrible. Bonnie et Clyde réussissent encore à s'échapper. Là, les journaux commencent à se moquer des flics. Ils publient des articles en disant « La police réussit encore à échapper à Bonnie et Clyde !» C'est super drôle. Merci pour ce moment drôle parce que ça devenait de plus en plus bresson quand j'étais là. Wesh. Non mais là vraiment tout le monde dit mais c'est quoi ces flics de merde quoi. Enfin, c'est pas possible quoi. Et puis en plus bon voilà les dommages collatéraux que vous faites toutes les 5 minutes. Ça y est, il suffit en fait. Il suffit de tous ces meurtres là. Le frère d'un ancien complice de Clyde lui fait parvenir un message. Le frère d'un ancien. En fait, il avait un ancien complice. Son frère lui fait parvenir un message que son ancien complice, qui s'appelle Raymond Hamilton, veut organiser son évasion de la fameuse prison horrible. Oh, il nous casse la tête. Oh, mais il nous casse la tête lui aussi. Bah écoute, purge ta peine. Bon après je comprends. Mais voilà. Bah Clyde, il accepte la mission. Et figure-toi qu'ils réussissent. Ok. Ils réussissent. Donc il a pris des skills quand même avec le temps. Ouais. Parce que là, c'est pas facile cette prison. Ils font sortir donc le fameux Raymond et 6 autres détenus. Donc 7 détenus en tout. Un gardien est touché et meurt quelques jours plus tard. Le directeur de la prison, il dit alors là, ils vont payer. Il convainc le gouverneur du Texas de mettre sur le coup un flic vraiment redouté qui s'appelle Frank Hammer. Il accepte la mission à une condition. Il dit juste, je veux prendre mon temps pour faire les choses bien. Je me précipite pas pour faire de la merde. Il n'a qu'une mission, c'est choper Bonnie et Clyde morts ou vivants. Au lieu de faire des espèces de fusillades tous les 5 matins, peut-être c'est mieux que tu te poses et tu réfléchisses, tu vois. Je sais pas, frère. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui réfléchit dans cette histoire, frère. Vous avez tous une cacahuète dans le crâne. C'est dingue quand même. Pendant ce temps, le gang continue sa route, sa cavale. Un jour d'avril, il s'apprête à rendre visite à la mère de Bonnie avec un complice qui est libéré. Donc, ils sont Bonnie, Clyde et un complice qui était libéré de la prison, de la fameuse prison qui les a rejoints. Il s'appelle Henry Medvin. Bonnie a même pris un lapin qu'elle veut offrir à sa mère pour l'occasion. Ok, ma go, franchement, pourquoi pas. T'aurais dû prendre un poulet, mais...
Ils s'arrêtent sur le bord de la route. C'est pour la première fois. Normalement, ils sont jamais relax, ils sont jamais détendus en cavale. Oui. Mais là, ils se disent bon, allez, franchement, on sent que tout va bien. Ils s'arrêtent sur le bord de la route pour attendre la mère de Bonnie. Deux flics s'arrêtent parce qu'ils voient qu'il y a une voiture qui est arrêtée. Ils se disent peut-être qu'ils ont un problème de voiture. On va venir les aider. Et Clyde, il dit à son complice we take him, on le prend. Ok. Sauf que le complice, il comprend pas. Il a picolé et tout. Clyde, il voulait dire on le prend en otage. Il comprend, on le tue. Et donc, il le tue. Il lui tire dessus. Il meurt sur le coup. Et là, les journaux publient l'histoire de ce flic, donc qui s'appelle Murphy, et qui est tout jeune, qui venait de rentrer dans la police. C'était littéralement son premier jour de taf. Ok. Il allait se marier. Ah. Dans vraiment pas longtemps, dans quelques semaines. Ah, et du coup, ouais. Ok. L'opinion publique commence à se retourner contre eux, mais genre grave. Parce que là, ils prennent vraiment parti pour ce petit gars qui avait rien demandé. Un prétendu témoin, un mec qui raconte n'importe quoi. Il dit ouais, moi j'ai vu le truc, il raconte dans les journaux, et c'est la femme du couple, donc Bonnie, qui l'a tué, qui l'a exécuté en éclatant de rire. Pourquoi tu mens comme ça? Mais mytho de ouf. Mais mythomane, va. Après, je trouve ça grave intéressant parce que tu vois qu'il y a quand même une réaction structurelle de la police, tu sais, du peuple par rapport à la police, de genre vas-y, bute des flics et tout, machin. Mais il y a aussi cette empathie individuelle de dire en fait, frérot, là t'as buté un gamin, tu vois, genre. C'est ouf. Et en plus, ils s'arrêtaient pour voir s'ils avaient un problème de voiture. Bah ouais. La veuve, elle se rend à l'enterrement en robe de mariée, avec la robe de mariée Oh qu'elle non, devait ouais, porter. Non, mais c'est horrible. C'est horrible. Ah ouais. Après, le storytelling est très fort. Le storytelling est incroyable. Pardon. Et donc là, l'opinion publique est contre le gang, là, c'est terminé. Si t'as plus le peuple derrière toi, c'est chaud de fou. Hein. Hammer, il sent qu'il est... Là, le flic, il faut qu'il exécute sa mission. Il peut plus traîner parce qu'ils n'arrêtent pas de tuer des gens. C'est impossible. Là, l'opinion publique est vraiment vénère. Il se rapproche des parents du complice. Il leur propose un deal. Il dit, si vous nous aidez à attraper Bonnie et Clyde, votre fille sera relaxée. Ok. Et les parents, ils disent oui. Et lui, c'est celui qui a tué le flic. Oui, et c'est lui qui a tué le flic. Non, mais culotté, hein. Et donc, justement, le gang doit venir leur rendre visite aux parents. Ils doivent venir séjourner. En fait, le truc, c'est que ce qu'ils ont fait, comme Hammer, il a dit, il faut prendre le temps. Il les a laissés aller plusieurs fois chez les parents, donc dans ce coin-là, en disant, ils vont finir par se sentir à l'aise et baisser la garde. Ouais. Effectivement, ils se sentent toujours bien. Ils se disent, là, au moins, les filles ne nous emmerdent pas, on est tranquille, on ne nous retrouve pas, c'est génial. Et donc, le père d'Henri, quand ils arrivent, il informe son fils du plan. Henri accepte le deal. Bien sûr, ils dorment pas chez les parents, ils dorment dans un lieu différent, ils sont pas non plus complètement teubés. Mais du coup, c'est impossible pour la police de prévoir où ils seront, c'est impossible de les piéger, ça va foirer, ils vont encore s'échapper, c'est pas possible. Donc, Henri dit, à chaque fois qu'on est ensemble, on s'était dit que si à un moment donné on venait être séparés, on se retrouvait chez mes parents. Donc je sais que si on se sépare, on doit aller quelque part, on va se retrouver chez mes parents, et donc on va aller dans un café. Moi, je vais descendre, je vais aller dans le café pour prendre des cafés. Bonnie et Clyde seront dans la voiture. Sauf qu'en fait, moi, je vais m'échapper, ils vont pas me retrouver. Ils vont penser qu'un flic était là et que j'ai eu peur et que je me suis sauvée. Voilà. Et donc, c'est exactement ce qu'ils font. Le gang s'arrête au café. Henri descend. Et alors qu'ils l'attendent, justement, dans la voiture, Bonnie et Clyde voient des flics passer. Par habitude, Clyde, il préfère continuer à rouler. Et donc, quand ils reviennent devant le café, ils trouvent pas Henri. Et ils se disent pas, c'est bizarre. Ils se disent, bah oui, en fait, il nous a pas vus. Il a vu qu'on avait bougé. Donc voilà. Mais le plan, c'est qu'on se retrouve à la maison. Et c'est ce qu'ils font, ils filent jusqu'à la maison. Et là-bas, les parents d'Henri disent alors, il n'est pas là, il est chez un cousin, ce qui en plus c'était vrai, mais revenez demain matin. Il doit revenir demain matin à 9h. Et là, ils sont là, putain, relou, on avait dit qu'on se retrouvait direct chez les parents, mais bon. Et donc là, on sait maintenant qu'ils vont revenir à 9h chez les parents. Et le plan est simple. Le père d'Henri, un peu avant 9h, va s'arrêter sur la route avec son véhicule, en faisant genre qu'il a un problème de voiture. Bonnie et Clyde, en allant chez eux, vont le voir, lui demander s'il a besoin d'aide. Et c'est là qu'il faudra que les flics interviennent. 6 policiers campent toute la nuit. Un peu avant 9h, le père d'Henri arrive, il est en place. À 9h15, ils entendent une voiture avec un engin assez fort, qui n'est pas trop commun sur les routes, donc c'est beaucoup des fermiers normalement. Ils disent ok, c'est eux. Effectivement, la voiture de Bonnie et Clyde apparaît. Sans même faire de sommation, les policiers commencent à tirer. Clyde est tué immédiatement. Son pied en plus appuie sur l'accélérateur alors qu'il est mort. La voiture continue d'avancer. Bonnie hurle, paf, tué à son tour. La fusillade a duré 16 secondes. Ils n'ont même pas eu le temps de tirer le moindre coup. C'était hyper rapide. Hyper rapide. Dingue. Mais parce que le plan était parfaitement exécuté. Frère. La nouvelle est annoncée dans les journaux, sur toutes les radios, partout. Les gens explosent de joie dans les rues.
Waouh. Mais un point, c'est qu'ils commencent à se vendre des boissons dans les rues. C'est la... Non, mais oui, non, mais parce qu'en fait, ils les ont considérés comme des genoux, en fait. Oui. Non, mais là, c'est le diable, quoi. C'est ça. Leurs corps sont exposés au funérarium. Ah, ça, c'est horrible. Mais les familles, en fait, qui avaient dit ça au début, oui, on va faire ça, puis en fait, ils regrettent instantanément cette décision. 10 000 personnes débarquent pour aller les voir. Ah, waouh. Bah oui, mais en plus, ce qu'on disait en début de stream, enfin de vidéo, tu vois, c'est truc fascination morbide et tout, machin. Des milliers de personnes se rendent à leurs enterrements respectifs, à tel point que les porteurs de cercueil ont du mal à avancer. Et Clyde, comme sa mère avait prévu, est enterré avec son frère, avec donc une pierre tombale pour les deux, où il y a écrit dessus « Parti, mais pas oublié ». Et en même temps, c'est vrai, ils n'ont jamais été oubliés. Ils n'ont jamais été oubliés. Bah après, le frère un peu plus, mais... le frère un peu plus, c'est vrai qu'il y en a un petit peu plus oublié dans l'histoire, le pauvre. Du coup, ils n'ont pas été enterrés ensemble, Bonnie et Clyde? Non, ils n'ont pas été enterrés ensemble. Franchement, moi, j'aurais le seum pour le ref. En fait, je suis là, frère, tu m'as mis dans tes bourbiers, en plus, je suis avec toi pour l'éternité, là. Non, mais c'est clair. J'abuse, non? Bonnie avait raison, du coup, ils sont morts ensemble. Elle avait dit, ils tomberont ensemble en parlant de Bonnie et Clyde, de deux. Et ils sont restés dans la légende. Quelle vie misérable. Aujourd'hui encore, Bonnie et Clyde sont donc romantisés comme un couple glamour. Ils sont perçus comme des Robins des Bois qui ont lutté contre leurs conditions sociales, en braquant des banques, en tuant des flics. Mais en fait, la réalité de leur vie est quand même très sombre. C'était pas du tout le cas. Ils ont tué énormément d'innocents. Est-ce que, c'est ma question pour toi pour terminer, est-ce que tu penses qu'on les a trop idéalisés? Est-ce que ça dit quelque chose de notre fascination peut-être immorale pour le true crime? On parlait un peu tout à l'heure de ça. Certaines personnes ont une fascination morbide. Ouais, en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça montre un échec de notre société et du coup d'avoir besoin d'un rôle modèle que tu vas fantasmer. Ouais, tu vas te dire, comme tu disais, c'est l'après-guerre, il y a une violence policière, un harcèlement policier, un harcèlement économique qui est de plus en plus fort et donc du coup... tu trouves un prétexte pour idéaliser ces gens-là parce qu'en fait, tu as une haine qui grandit par rapport à la société et où toi, tu es incapable de faire quoi que ce soit. Donc, tu dis, eux, ils font ça pour ça. Tu sais, en fait, tu te racontes une histoire. Tu te racontes une histoire à toi-même pour te dire, il y a des gens qui œuvrent, entre guillemets, pour le bien, alors qu'en fait, c'est deux personnes foncièrement égoïstes, surtout Clyde, en vrai, tu vois, qui... Sauf peut-être quand il a libéré de prison son pote. Ouais, il a libéré... Après, quand je dis foncièrement égoïste, mais bon. il y a, tu vois, il donnait... Non, c'était Bonnie qui donnait des repas. Non, c'est Bonnie, exactement. Mais je crois que même lui, il avait fait un truc en mode, il voulait libérer les gens de Zonze parce que, voilà, c'était trop dur, machin, can. Donc, je dis pas que c'est que foncièrement des gens mauvais, mais c'est des gens qui sont égoïstes et qui en fait ne servaient que leurs propres intérêts et surtout qui ne réfléchissaient pas, tu vois. Surtout Clyde, parce que en vrai, mec, t'as entraîné toute ta famille dans un bourbier de fou. Et t'as condamné ta femme, t'as condamné ton frère, t'as condamné ta belle-sœur. La mère de Bonnie aussi, qui la pauvre disait, en fait, sa fille est morte, quoi. C'est ça, donc c'est... Attends, pardon, j'ai oublié de te dire un truc hyper important. Ouais. Les mères ont fait 1 mois de tôle après pour complicité. Ah! Mais c'est horrible! Enfin bref, continue ton histoire. Non, mais tu vois, en fait, c'est vraiment la réaction, c'est... Tu sais, cette histoire, en fait, elle fait grave... Mais je trouve ça vraiment très pertinent, et très intéressant, surtout parce que, comme je te disais, il y a ce truc de tu te sens limité en tant que citoyen, en tant qu'humain dans une société qui t'écrase. Et donc, du coup, on te vend 2 personnes comme ça qui sont anticapitalistes, anti-flics et tout. Et en fait, tu vas projeter ce que toi, tu attends d'eux, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Oui. Et je trouve qu'il y a aussi un autre truc qui est grave intéressant, c'est comment les médias manipulent aussi. De toute manière, je pense qu'il faut mettre absolument personne sur un piédestal, quelle que soit la personne. Mais Bonnie et Clyde, je pense que c'est intéressant de voir à quel point c'est la légende qui a pris le pas sur leur vraie vie. En fait, c'est ça aussi, c'est que je dis qu'à l'époque, les journaux racontaient des fictions sur eux. Mais en fait, toujours aujourd'hui, la version qu'on connaît d'eux, c'est... Même moi qui connaissais pas spécialement leur histoire, j'étais en mode, c'est des bandits un peu stylés, quoi. Alors qu'en fait, frère, c'est juste 2 énormes losers. Après, c'est vrai que pour l'époque, la femme qui commet des crimes, c'était quelque chose qui n'était pas répandu. Et même à l'heure actuelle, c'est pas du tout répandu. Donc, je comprends, entre guillemets, la fascination. Le truc love story, nous contre le monde entier aussi. Mais force est de constater que la réalité est... tout autre en fait on parle de vraies personnes et donc ça ne s'est pas passé comme on l'imagine. Si on parlait d'une fiction, ce serait quelque chose d'autre, mais là on parle de vraies personnes qui ont fait des choses aussi très, très mauvaises, des mauvais choix, etc. Mais voilà, tout en ayant quand même de l'empathie pour le fait qu'ils sont nés dans une classe sociale extrêmement basse, qu'ils n'avaient aucun moyen de s'en sortir non plus.
finalement, En fait, si c'était pas mort de ça, ils seraient ils sont morts d'autres choses. d'autres choses, exactement. Ils auraient une vie de toute manière misérable, mais peut-être en tuant moins de personnes. La famille de Clyde, il y en a 5 qui ont rien fait, tu vois. Bah, genre, bien sûr. et en fait, moi, ce que je trouve un peu triste dans cette histoire, c'est tu sens que c'était des gamins qui étaient condamnés à la précarité et qui ont refusé ça. Et en fait, on rigole depuis tout à l'heure en disant suite de mauvaises décisions, mais c'est sincèrement ça. Et aussi, suite de traumatisme, quand tu es dans cette spirale infernale-là, il te reste très très peu de choix en fait, tu vois, genre si c'était rendu, il aurait été fini, tu vois, tué en prison, il y aurait pas eu d'autres alternatives possibles, et c'est pas du tout pour minimiser ce qu'ils ont fait, parce qu'en vrai moi j'ai beaucoup de peine pour sa famille et surtout pour le frère et la belle-sœur, tu vois, genre ça brise le cœur de ouf. Ça brise le cœur. Et à la fin, c'est juste malheureux pour tout le monde. Voilà. C'est ouais, juste c'est absolument vraiment... malheureux pour 100% des personnes impliquées. C'est super triste, quoi. Franchement, l'histoire, elle est tragique de fou. Genre même la love story qu'il voulait, je pense que c'est pas ce qu'il... Mais tu non, vois. la vie de Cavell, en plus, c'est tellement nul. T'as pas envie de vivre avec ton mec dans ces conditions. Non, franchement, tu construis quoi? Bon, bah écoute, merci beaucoup d'être venu, vraiment. Merci à toi. J'ai trop kiffé et j'ai trop appris de trucs sur leur histoire. Donc je suis trop contente. Merci beaucoup. Bah, Drapi, on te retrouve donc sur Twitch, sur Instagram. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Je vais regarder la caméra. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous.